Bonjour à tous. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'être parmi nous ce matin pour le lancement d'Adit Event et notre échange sur l'accessibilité de la communication et des événements. Je voudrais tout d'abord remercier les intervenantes et les intervenants qui nous font l'honneur d'être avec nous ce matin. Fabienne Scholl, directrice de l'Institut national de la consommation. Christine Kelly, ancienne membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Stéphane Roussel, membre du directoire de Vivendi. Jean-Cyril Spinetta, président d'honneur d'Air France. Et Arnaud Colleux, directeur de l'ECS, ainsi que Vincent Hédin, donc, qui va animer la matinée. Alors, nous devions aussi recevoir Christian Gravel, le directeur du service d'information du gouvernement, mais il nous a appelé ce matin pour nous dire qu'il était retenu par un contretemps. En revanche, nous sommes très heureux et nous souhaitons saluer et remercier Madame Lauvergeon, qui a tenu à être là ce matin, et elle qui nous soutient depuis plusieurs mois, depuis le début de cette aventure. Donc, merci d'être là. Alors, Vincent, je pense qu'on va te donner la parole pour ensuite revenir, après l'échange que tu vas avoir avec les intervenants, pour présenter Adit Event et Aditcom, les deux premiers services que nous développons pour, nous l'espérons, contribuer à l'accessibilité de la société. Alors, merci. Je vais récupérer les deux. Bonjour à tous. Madame Lauvergeon, je sais que vous occupez beaucoup de la France en 2030. J'espère qu'elle sera très accessible. Je tiens évidemment à saluer les fondateurs qui étaient en rouge et noir ce matin, et j'espère que ça va mieux se passer, parce que là, on est dans un lieu qui ressemble un peu à une église, même si c'est une ancienne usine d'absinthe. Et vous savez que dans le rouge et noir, ça se finit très très mal. Je ne veux pas faire de spoiler, comme on dit, mais voilà. Alors ce matin, on va regarder un quintique. Je pense qu'en peinture, on appellerait ça comme ça, un quintique, donc 5 panneaux qui vont vous montrer aujourd'hui ce que doit être l'accessibilité en France. On va aller voir les médias, les entreprises privées, les entreprises publiques, les consommateurs évidemment, et puis les générations à venir, donc avec l'éducation. Est-ce que les enfants qui font leurs études aujourd'hui penseront bien demain à avoir une communication très accessible? Donc ce seront 5 conversations à bâton rompu avec mes amis intervenants. Vous m'en voulez pas si je vous regarde pas dans les yeux, mais le but de cette matinée, c'est d'évangéliser de façon laïque évidemment l'accessibilité de la communication, et donc on va garder tout ça avec des très belles vidéos. Vous avez vu qu'il y a des caméras merveilleuses. Et donc il faudra que je regarde mes intervenants et pas vous. Ce n'est pas de la rudesse de ma part. Donc si vous voulez bien, on va commencer avec les médias, et je voudrais, puisque ça a été annoncé, voilà, je voudrais que Christine Kelly enlève son manteau, et surtout évidemment qu'elle me rejoigne sur scène. Ça va bien, Christine? Je ne regarde pas le public. Non. Pourtant, eux, ils vous regardent. Ils n'ont Dieu que pour vous et pour les merveilleuses semelles rouges de vos chaussures. Moi, je suis fan de la marque, ça peut se dire. 3 ans d'économie. 3 ans d'économie. Ah oui. Faut demander à faire un petit effort. Je crois que vous avez rencontré Jérémy en 2010. À cette époque, vous étiez au CSA, et à cette époque, le législateur avait fixé une limite aux chaînes en disant maintenant il faut rendre une grande partie de vos programmes accessibles. Et à l'époque, on partait de très très loin. Comment est-ce que vous avez fait pour respecter la deadline ? 23 janvier 2009, je suis nommée au Conseil supérieur de l'audiovisuel. On me donne un dossier que personne ne veut, qui s'appelle l'accessibilité. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je plonge dans les dossiers. Je vois des tonnes et des tonnes de courriers de chaînes télé qui disent qu'elles refusent de payer pour l'accessibilité parce que le coût est trop élevé. Il fallait absolument que j'arrive à dénouer ce dossier. J'ai rencontré Jérémy Borroy pour savoir précisément ce que souhaitaient justement les associations intéressées par l'accessibilité. Et il m'a dit que le principal dossier était par exemple le dossier de l'information. Par exemple, pas forcément l'accessibilité de la publicité à la télévision ou des autres programmes, mais surtout de l'information. À partir de ce moment-là, j'ai fait un tour à l'étranger pour bien comprendre le dossier, comme une bonne journaliste qui enquête sur le terrain. J'ai été à Londres, j'ai été aux États-Unis pour voir comment sont sous-titrés les programmes, comment sont sous-titrées les chaînes d'infos. J'ai visité des laboratoires de sous-titrage pour savoir quel est le coût du sous-titrage en direct, en différé.
Et je suis revenue voir les chaînes à plusieurs reprises, taper du poing sur la table et dire à quel point il était indispensable de d'appliquer la loi. Mais pourquoi est-ce que vous tapiez du poing sur la table? Est-ce que les étrangers étaient vraiment meilleurs que nous en matière d'accessibilité des programmes? Oui, on était meilleurs après sur l'audio-description, mais on était vraiment dépassés par les autres pays en matière d'accessibilité. Par exemple, il y avait des chaînes aux États-Unis qui faisaient traduire, sous-titrer leur programme en Australie pour avoir des coûts moins élevés. En tout cas, quoi qu'il en soit, aux États-Unis, aucune chaîne toutes les chaînes étaient sous-titrées. Il était hors de question d'imaginer, vous preniez un bus par exemple entre New York et Boston, et le bus, il y avait une chaîne d'infos et tout était sous-titré. L'interrogation, enfin la particularité, c'est souvent qu'on fait des avancées technologiques pour les personnes atteintes d'un handicap et c'est tout le monde qui en bénéficie. Exemple, restons dans les médias, la télécommande, ce n'était pas au départ pour les personnes qui n'étaient pas atteintes de handicap. Tout le monde en bénéficie. Regardons le sous-titrage des programmes aujourd'hui, tout le monde en bénéficie. On va dans un bar, on voit une chaîne d'infos, elle est sous-titrée. Dans le silence le plus total, on peut justement rendre accessible l'information. Pourquoi les chaînes ne voulaient pas passer à l'action? Simplement parce que les coûts étaient très élevés. Les coûts du direct surtout étaient très élevés. J'ai dû faire comment vous dites? Une riposte graduée, un peu comme pour Adopi, c'est-à-dire on a essayé de trouver des panneaux, enfin des paliers. Des paliers, merci. Ou bien effectivement trouver une solution adaptée en fonction de chaque qualité de chaîne. Par exemple, il y a des chaînes on a quand même 200 chaînes télé en France, 136 chaînes payantes, il y a des chaînes qui ont moins d'1 million d'euros de budget. Demander à une chaîne de moins d'1 million d'euros de budget de sous-titrer tous ces programmes devenait quand même un peu compliqué. Cela dit, la loi demandait aux chaînes de plus de 2,5% d'audience de sous-titrer tous leurs programmes et pour les autres, de trouver une sorte de riposte graduée, comme vous dites. Donc là, il a fallu beaucoup travailler, s'adapter, mais en ayant toujours en ligne de mire ce dont a besoin le téléspectateur, sont les nécessités, les besoins du téléspectateur qui a besoin de regarder la télévision. Donc vous avez mené cette mission pendant 14 mois, à cheval entre 2009 et 2010, pour respecter la deadline. Quel chemin on a parcouru depuis 5 ans? Donc maintenant, effectivement, les chaînes d'infos sont sous-titrées pour la majeure partie de leurs journaux, ce qui permet aux sourds et malentendants de subir BFM comme les entendants. Donc ça, c'est très bien. Mais pour le reste, on en est où? Alors, où on en est aujourd'hui, d'abord premièrement, toutes les chaînes de plus de 2,5% d'audience sous-titrent tous leurs programmes, ce qui est vraiment une très grande avancée. Il faut quand même souligner que c'était un scandale, que depuis l'existence de la télévision, les chaînes ne sous-titraient pas tous leurs programmes, c'est-à-dire que 6 millions de personnes sourdes et malentendantes n'arrivaient pas à regarder la télévision. C'est juste un scandale et une aberration. Donc en 2010, j'ai fait appliquer cette loi et toutes les chaînes de plus de 2,5% d'audience, effectivement, sous-titrent. Deuxièmement, pour la première fois de l'histoire de la télévision, j'ai demandé aux chaînes d'infos de faire un journal en langue des signes. Ça a été compliqué, on a travaillé ensemble, les 3 chaînes d'infos ensemble, et finalement, chacune fait un journal en langue des signes et sous-titre 4 JT par jour. Où on peut aller demain? On peut aller plus loin, bien sûr. On peut sous-titrer encore tous les journaux des chaînes d'infos. J'espère qu'on va continuer à avancer en ce sens. Il n'empêche que c'est une vraie révolution, un séisme, grâce, si vous le permettez, à Jérémy Bourrois, qui a été un très très bon interlocuteur, sincèrement, pour porter la parole des personnes sourdes et malentendantes. Aujourd'hui, la télévision est accessible et c'est un véritable exploit. Alors, évidemment, je vous le permets de saluer Jérémy, mais l'écosystème des médias étant ce qu'il est, pour les financer, avant que la redevance n'augmente de 20 € par an ou qu'on passe souvent sur des chaînes à péage, on a besoin de beaucoup de publicité. Est-ce que les publicités, elles doivent rester hors du champ du sous-titrage ou est-ce qu'il faut aussi aller par là? Ce qui est intéressant, c'est que je me suis battue pendant 6 ans pour montrer que la télévision joue un rôle social, joue un véritable rôle social dans la société.
Eh bien, figurez-vous que les annonceurs sont venus me voir, parce que je m'occupais aussi de la publicité, pour me dire « Madame Kelly, le texte laisse la publicité en dehors du sous-titrage, mais nous sommes prêts à sous-titrer, nous aussi, la publicité. » Et aujourd'hui, 80% des publicités sont sous-titrées justement par les annonceurs, et ça aussi, c'est une véritable avancée. Donc ça veut dire qu'ils peuvent comprendre Carglass répare, Carglass remplace, et donc c'est une vraie avancée. Juste une dernière question, on voit que le volet quantitatif, au fond, il est en passe d'être réussi, même si on peut toujours faire mieux. Il reste le qualitatif. Les associations de personnes handicapées souvent expliquent que le sous-titrage, notamment en direct, n'est pas toujours au niveau parce que c'est très compliqué. J'imagine que ça a un coût. Est-ce qu'avec les nouvelles technos, on va pouvoir aller plus vite, plus loin pour à peu près le même prix, ou est-ce qu'il faudra que les chaînes fassent un nouvel effort ? Alors c'est vrai que lorsqu'on a un étage à monter et que c'est par l'escalier, il faut faire step by step. Et le premier pas, c'était déjà cette accessibilité. Deuxième pas, c'était la qualité. On a fait plusieurs réunions effectivement sur la qualité. Après, moi, j'ai cédé le dossier à mes successeurs, mais je sais qu'il y a eu des évolutions sur la qualité parce que les laboratoires de sous-titrage, effectivement, parfois, font beaucoup d'erreurs en direct et que c'est très, très compliqué de pouvoir suivre en direct et de sous-titrer en direct. Mais je pense que les choses évoluent dans le bon sens et à partir du moment où on a mis le pied sur la première marche, la deuxième marche de la qualité ne peut que suivre et il faut continuer le lobbying des associations pour avancer. Un tout dernier mot, je sais qu'à titre personnel, votre combat pour la promotion des médias continue. Vous voulez monter un musée de l'audiovisuel et des médias. Est-ce qu'une fois qu'on a pris le réflexe, la démarche accessibilité, ça vous suit à vie? Est-ce que votre musée il sera 100% accessible? Figurez-vous que la démarche accessibilité, elle vient de très très loin. Une de mes premières émissions lorsque j'étais à Canal+, dans le groupe Canal+, c'était pour trouver, pour le journal de l'emploi de Canal+, du travail pour les personnes handicapées. Donc je pense qu'à partir du moment où on a un cœur, et je pense que tout le monde a un cœur, on ne peut pas oublier l'accessibilité dans ces dossiers. Merci beaucoup, Christine Kelly. Merci. Je vous remercie. Et je vais vous demander peut-être de transmettre le flambeau à Stéphane Roussel. Alors, c'est un flambeau inifugé, tout va bien. Vous avez entendu effectivement ce qu'a dit Christine. Souvent, les grandes avancées en matière d'accessibilité ont été faites pour des personnes en situation de handicap et puis ça profite à tous. On pense à la télécommande qu'un ingénieur américain avait inventée pour un de ses copains qui revenait de la guerre du Vietnam sans ses jambes. Et alors, la légende urbaine veut que les SMS ont été inventés pour les sourds et les malentendants. Et j'imagine qu'à l'instant même où je parle, je n'ai pas le droit de regarder à ma gauche, mais il y a un certain nombre de personnes entendantes qui s'en servent. Dans une vie antérieure, vous avez dirigé SFR. Est-ce que justement vous aviez ce prisme de l'accessibilité à l'époque? Oui, alors c'est vrai, la légende, il y a du vrai. Hein. En tout cas, ça venait d'utilisateurs qui avaient des codes différents, d'ailleurs aussi bien culturels d'ailleurs que liés à un handicap. Donc, mon témoignage, je rebondis sur l'exemple des publicitaires, je crois qu'il y a une bonne raison qui n'est pas que sociétale pour qu'on puisse avancer très vite, c'est que, évidemment, l'entreprise doit s'adresser à tout le monde, d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue économique, tout bêtement. Il faut raisonner comme ça aussi. C'est-à-dire que, prenez l'exemple des SFR, il est hors de question de laisser à côté un nombre de clients incroyable qui a droit à communiquer et dont l'entreprise a intérêt à lui donner accès à cette communication. Donc les publicitaires, ça ne m'étonne pas qu'ils étaient venus vous voir pour expliquer qu'effectivement, eux aussi, ils veulent y aller. Il faut commencer par ça. Et c'est ça qui est bien, c'est que le sociétal rejoint l'économique. Et c'est comme ça que les projets accélèrent le plus. Donc chez SFR, évidemment qu'il fallait donner l'accès à tout le monde. Donc maintenant, là, comme vous l'avez dit, je suis membre du directoire de Vivendi. Il y a Canal+ dans Vivendi. Il y a aussi la musique. Et c'est une évidence pour nous, d'un point de vue projet d'entreprise, mais également, encore une fois, d'un projet économique, qu'on donne accès à nos biens culturels à un ensemble de personnes sans discrimination. C'est déjà une évidence business en plus d'une évidence sociétale. Alors on va revenir sur Vivendi, mais je voudrais rester chez SFR encore quelques instants. Au-delà des clients, il y avait plus de 10 000 collaborateurs qui se réunissaient assez souvent. Et au fond, l'événementiel, le rendre accessible, ça a un coût. C'est même tout l'objet d'Adip Event d'expliquer qu'il n'est pas forcément dirimant. Et à l'époque, vous aviez comme brillant collaborateur, je crois, à la direction de la diversité, un garçon qui s'appelait Jérémy Borroy, qui vous disait « Stéphane, quand on fait des assemblées générales, il faut qu'elles soient accessibles. » Donc vous, votre premier réflexe a été de dire « Il est vraiment pénible. » Oui, enfin, il est pénible, mais il est efficacement pénible. C'est-à-dire qu'en fait,
c'est parce qu'on oublie parfois, c'est pas parce qu'on ne veut pas. Et heureusement qu'il était là pour me dire, bon, ok, les magasins c'est bien, ça c'est bien, mais il y a encore un endroit. Et effectivement, quand tout va bien pour vous, vous ne pensez pas toujours à tout. Donc heureusement qu'il était là, en Jiminy Cricket, en Jérémy Cricket, pour venir nous dire, non, ça ne va pas, et l'Assemblée Générale aussi. Donc on a bien fait de l'écouter, et puis là on va même rendre, je lui promets, l'Olympia, parce que c'est maintenant là qu'on fait beaucoup d'assemblées générales, accessible également. L'Olympia accessible, parce que c'est vrai que pour ceux qui sont parisiens, ça paraît important, pharaonique comme travaux. Vous, ça vous arrête pas dans une logique business? Vous vous dites que de toute façon, pour demain, ça devrait être intégré, autant y aller le plus tôt possible? Ah oui, surtout qu'on va faire de l'Olympia un lieu vivant aussi la journée, avec une sorte de galerie, une sorte de musée Grévin à l'intérieur, pour que tout le monde revienne voir tout ce qu'il a aimé dans le passé. Donc là aussi, c'est un intérêt sociétal, et c'est un intérêt pour ouvrir ça à un plus grand nombre de clients. Alors, juste pour revenir sur les clients, et ce que disait Christine Kelly par le passé sur les médias, Vivendi, c'est un gros groupe de médias. J'imagine que le réflexe, il n'a pas été pris spontanément pour l'ensemble des émissions. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée d'universalité de l'accessibilité? Est-ce qu'il faut sous-titrer, je sais pas, les Guignols de l'info, qui est une émission très mise en avant ces derniers temps Qui vont revenir. On espère bien. Chez Bolloré, est-ce qu'il faut aussi sous-titrer le foot et les événements sportifs? Oui, bien sûr. Donc là encore, il y a une vraie demande client, on le fait. Alors c'est vrai qu'après, il faut un peu bousculer parce que les organisations ne s'en rendent pas toujours compte. Une fois qu'on voit les chiffres et on voit les demandes, ben, ça s'installe. Donc ça y est, pour nous en tout cas c'est acquis. On le veut d'un point de vue sens de notre rôle dans la société, et encore une fois, tout simplement d'un point de vue économique. Et peut-être juste un dernier mot, est-ce que vous pouvez nous dévoiler l'identité de ce fameux « on » ? Quand vous dites « on le veut », souvent on dit que les grandes décisions sociétales des entreprises, soit elles sont bottom-up, mais c'est très rare, soit c'est top-down. Est-ce que Vincent Bolloré, l'homme de l'Autolib, il est au fond persuadé que l'accessibilité doit s'imposer, et avec la responsabilité particulière du groupe de médias qu'il dirige? Une petite réponse dans la question, l'homme de l'Autolib, oui. Et ce qu'on fait en Afrique, là on va ouvrir demain un canal Olympia à Conakry, il va en avoir 20, 30 en Afrique. Donc l'idée que Vivendi s'installe et propose aux populations des choses qui sont inaccessibles, tout simplement, et je ne parle pas que pour des personnes en situation de handicap, il n'y a pas beaucoup de cinéma en Afrique, il n'y en a presque pas. Donc là on fera des mini-Olympia où tout le monde pourra venir voir des films, des spectacles musicaux, des matchs de foot. Donc l'accessibilité, c'est pour tout le monde. Et évidemment, c'est dans l'histoire de Vincent Bolloré, mais également de Vivendi avant lui. Vous savez que les images et les mots restent, donc si d'ici 2020-2022, l'Olympia n'est pas entièrement accessible, on vous ressortira la vidéo. Oui, mais on n'attendra pas cette date-là. Bon, c'est parfait. Merci infiniment Stéphane Roussel d'être venu. Je vais vous laisser à nouveau transmettre le témoin à Fabienne Scholl. Ça, vous voyez, on continue tranquillement notre exploration du champ de l'accessibilité. On a vu les médias, on a vu les entreprises avec des bonnes nouvelles, et au fond, tout ça, ça concerne une seule et même personne, ou plutôt 66 millions, qui sont les consommateurs. Vous êtes à la tête de l'Institut national de la consommation. Comment est-ce que vous avez, comment est-ce que vous êtes accaparé ce dossier de l'accessibilité? Est-ce que vous l'avez mis dans une case à part en vous disant, bon, bah, il faut rendre ça accessible aux seniors, à la ménagère de moins de 50 ans, et puis aux personnes en situation de handicap? Est-ce que c'est comme ça qu'on adresse la question? Non, c'est pas comme ça qu'on adresse la question. L'INC, donc Institut national de la consommation, est un établissement public qui a été créé en 1966, plutôt à destination de la ménagère de moins de 50 ans, qui à l'époque, dont le gouvernement pensait qu'elle n'avait pas suffisamment les clés pour comprendre ce qui se passait derrière le marketing, la publicité, etc. Et il fallait absolument rehausser son niveau d'information pour que dans ses actes d'achat, elle soit plus lucide et plus responsable. Alors, en 2005, bien sûr, il y a eu la fameuse loi d'accessibilité, et le principe, c'était vraiment, ce ne sont pas les personnes en situation de handicap qui doivent s'adapter à la société, mais bien la société qui doit s'adapter à elles. C'est très facile oui, vraiment, je crois que c'est très facile de s'approprier ce principe, mais ensuite, pour le traduire dans les faits, c'est un tout petit peu plus difficile et un petit peu plus long. Alors, à l'INC, on n'a pas attendu trop longtemps, et on s'est dit il faut absolument que lorsque nous testons des produits, vous savez, nous faisons des tests comparatifs de produits. On prend les lave-vaisselle et on essaye de décrypter celui qui lave le mieux avec le moins d'énergie, le moins d'eau,
le plus rapide, le moins brillant, etc. Et on a ajouté dans nos tests comparatifs de qualité, une qualité qui était l'accessibilité. Et on s'est rendu compte très rapidement que, très bêtement, vous savez, le petit réservoir à lessive se trouve au milieu de la porte, et lorsque vous êtes en fauteuil roulant, eh bien, vous ne pouvez pas y accéder. Donc, on a alerté, comme on fait toujours quand il y a un problème, on alerte les industriels, on leur dit, et on leur a dit, typiquement pour ce test-là, eh bien, pourquoi ne pas décaler le petit bac? Si vous le décalez de 15 à 20 cm, tout se passera très bien, etc. On a fait ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et on s'est rendu compte que rien ne changeait. Alors, on s'est dit, c'est tout de même pas possible, et il faut qu'on passe la vitesse supérieure, et on a organisé un grand colloque à Bercy, sous le patronage à la fois du ministre de la Consommation et de la ministre du Handicap. Et Jérémy Bourrois était au cabinet à cette époque-là. Et on a dit, voilà, il faut absolument que tout le monde se mette autour de la table et qu'on fasse avancer les choses, parce que les industriels, et là on est vraiment dans le transversal, avaient tendance à se dire, mais ne vous inquiétez pas, la domotique va résoudre tous les problèmes très bientôt, puisque le réfrigérateur parlera et bien de la lessive se mettra automatiquement, etc. Sauf que ça n'arrive pas et il faut absolument prendre ses responsabilités. Voilà. Alors, quand on vous écoute, on voit que le travail, en fait, il est pharaonique si on veut le faire objet par objet, parce que déjà, rien que tester tous les lave-vaisselle, puis vous m'expliquerez lequel est le mieux, le fait le moins de bruit, parce qu'il faut que je change le mien. Si on veut changer l'ensemble de la gamme, c'est très long, et les industriels n'ont pas forcément envie de rajouter ça à leur cahier des charges, qui est souvent déjà chargé. Comme Stéphane Roussel était là avant, je crois qu'on peut à nouveau rendre hommage à la téléphonie mobile. Je crois que les acteurs de la téléphonie, eux, ils se sont mis d'accord sur une base de données qui s'appelle Gary. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous préciser comment ça marche et pourquoi est-ce que Gary n'a pas plus de petits frères et sœurs? Alors Gary, c'est un magnifique projet qui a vu le jour en 2011. Tous les fabricants, tous les industriels se sont mis autour de la table avec les associations de handicapés et l'ARCEP et les 2 ministères, télécom, communication et handicap. Et ils ont décidé de recenser tous les produits qui existent. Et bien sûr, la fabrication de téléphonie mobile, de téléphonie en général, c'est international. Et donc, c'était compliqué parce qu'il fallait aller voir absolument tous les fabricants. Mais ils ont recensé et ils ont pris des engagements d'accessibilité et des engagements de mettre à jour annuellement une base de données. Ce qui fait que n'importe qui, handicapé ou pas, peut aller consulter cette base qui s'appelle Gary, G-A-R-I, mettre ses critères. Alors, je veux des grosses touches, je veux que le téléphone ait un écran plus important, etc., etc. Il met ses critères et au bout du compte, il a le recensement de tous les téléphones qui sont adaptés à sa situation. Donc ça, c'est un modèle assez unique. Et nous, à l'INC, nous espérons que bientôt, chaque famille de produits pourra faire la même chose. Alors, c'est un tout petit peu compliqué parce que voilà, ça bouscule, c'est beaucoup de travail, il faut être tous autour de la table et mettre les priorités en avant, mais avec une bonne volonté politique et avec un petit peu de cœur, comme disait Christine Kelly, rien n'est impossible. Mais qu'est-ce qui coince pour l'instant? Est-ce que c'est une question d'argent? Je crois que c'est une question de volonté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de priorités et l'accessibilité des bâtiments publics, de la voirie, etc. On a pris du retard et on essaye de tous de rattraper le retard dans ces domaines-là. Et je crois que la consommation vient un tout petit peu après et on a tendance à oublier que la consommation, c'est beaucoup du temps et de la vie de tous les citoyens. Donc il faut simplement remettre ce sujet un petit peu au-dessus de la pile et puis on pourra y arriver. Alors, dans la consommation, il y a 2 sujets, c'est-à-dire qu'il y a effectivement faire émerger des familles de produits accessibles à tous, mais après il y a la distribution, parce que souvent, pour des raisons idéologiques ou de stigmates, ces produits accessibles aux personnes en situation de handicap sont eux-mêmes disponibles dans des points de vente
non mainstream, pour parler du bon français. Est-ce que demain, on peut réussir à convaincre davantage de grandes enseignes qu'à l'instar de ce que disait Stéphane à l'instant, ce serait dans leur intérêt business d'avoir aussi ces familles de produits? Absolument. Là aussi, on a une grande carence parce que j'ai dit que les industriels étaient traînés un petit peu la patte, etc. Mais il y en a vraiment qui font beaucoup d'efforts. Et par exemple, vous avez des téléviseurs qui sont parfaitement accessibles. Et nous les testons à l'INC. Et on se rend compte d'une chose toute bête. Si vous ne paramétrez pas votre téléviseur avant la première utilisation, eh bien c'est fichu. Il faudra le paramétrer chaque fois que vous changez de chaîne, etc. Cette information, si la personne a acheté son téléviseur et qu'elle ne le sait pas, ça invalide complètement son choix. Donc il faut absolument que sur les points de vente, les vendeurs soient informés et puissent être vraiment à la disposition des personnes pour les aider à choisir le meilleur outil pour eux. Donc former les vendeurs, on ne fera pas de publicité, mais de grandes enseignes d'électroménager pour que, si une personne en situation de handicap vienne, ils puissent lui dire « ce lave-vaisselle te correspond mieux » ou autre. Normalement, on aurait dû avoir Christian Gravel, mais il est retenu par un impératif, j'imagine qu'il doit s'occuper de l'accessibilité du statut de fonctionnaire, par exemple. Et s'il avait été là, il aurait représenté les pouvoirs publics. Vous avez beaucoup parlé des industriels, mais qu'est-ce que les pouvoirs publics pourraient faire de plus aujourd'hui pour aider les consommateurs à aller vers une accessibilité du service? Est-ce que vous auriez besoin, par exemple, de subsides des pouvoirs publics? Oh, bien sûr. Tester des produits, c'est un petit peu coûteux, un petit peu onéreux. Et bien sûr, nous, ce que nous demandons, c'est que notre volet de crédit pour faire ce travail soit évidemment augmenté. Parce qu'il y a deux choses. Il y a d'une part les produits grand public, si je puis dire, dont nous devons vérifier l'accessibilité pour faire pression pour que cette accessibilité soit bien améliorée. Mais il y a aussi tout le volet des produits dédiés au handicap, qui pour l'instant ne subissent aucune évaluation. Alors nous avons des projets, nous nous battons pour chaque fois avec la CNSA pousser des projets d'évaluation, parce que le consommateur handicapé a besoin, comme tout un chacun, d'un guide d'achat. Et bien sûr, lorsque nous donnons les résultats de nos tests, nous faisons avancer le produit, parce que évidemment chaque marque veut toujours arriver au numéro 1, et donc c'est un très bon incentive pour améliorer les produits. Donc tous les produits dédiés doivent absolument obtenir le même service, si je puis dire, de la part de l'INC, c'est-à-dire l'évaluation. Tout ça, ça coûte un tout petit peu d'argent, et il faut juste qu'on appuie sur le bouton. Merci beaucoup Fabienne, je vais vous laisser passer le relais à Jean-Cyril Spinetta. Comme vous êtes un peu pudique, vous n'aurez pas dit qu'un petit peu d'argent c'est entre 200 et 500 000 euros, donc c'est un tout petit bout de la prime de Michel Combes ou un mois de salaire de Zlatan, enfin bref, rien de dirimant. Bonjour Jean-Cyril. Bonjour. Alors, on parle toujours de quelque part, on n'a jamais une prise de parole complètement neutre, et vous, on peut dire quand même que vous êtes venu dans ce sujet de l'accessibilité du handicap parce que vous avez une fille qui est sourde, qui a à peu près l'âge de Jérémy, donc si je peux dire, vous avez été sensibilisé extrêmement tôt à cette question. Il se trouve que là où ça devient pas anodin, c'est que vous avez eu des grosses responsabilités de chef d'entreprise. Quand vous arrivez à la tête d'Air France en 97, est-ce que vous vous dites, il faut que je pousse ce sujet? Oui, évidemment. Lorsque j'arrive à la tête d'Air France, il y a déjà des choses qui existent. L'entreprise est soumise à des obligations légales, et au-delà des obligations légales, elle a une responsabilité sociale qu'elle assume pour accueillir des handicapés. Mais il n'est jamais mauvais dans une entreprise, vous disiez top-down, bottom-up, que top-down c'est pas si mal, au fond, parfois, pas souvent, pas toujours, que le dirigeant soit lui-même particulièrement sensibilisé à ça. Donc Air France a fait un gros effort en matière d'accueil des handicapés, un effort qui n'est pas encore totalement abouti, c'est des sujets qui sont... On ne peut jamais se dire qu'on est totalement satisfait. L'accueil des handicapés, ce n'est pas seulement des obligations légales, c'est aussi la préparation des postes de travail à tous les types de handicaps sensoriels, physiques, etc. C'est la sensibilisation de l'environnement de travail de la personne handicapée qui va rejoindre l'entreprise. Comment se comporter, quelle richesse cette personne va-t-elle apporter dans l'entreprise, si on sait l'accueillir de manière convenable. Et puis c'est un sujet qui, alors là, est très maltraité dans toutes les entreprises, en tout cas Air France, c'est que lorsqu'on accueille une personne handicapée, qu'elle soit handicap sensoriel ou physique,
Elle apporte une richesse dans l'entreprise, des compétences, on les recrute pour ça, mais il faut aussi à ces personnes leur assurer une carrière, un développement de carrière. Et ce que j'ai vu, moi, à Air France et dans beaucoup d'entreprises, c'est que l'accueil, en général, n'est pas trop mal fait, en tout cas dans les grandes entreprises, mais sur le problème de développement de carrière, comment assurer un parcours professionnel réussi à ces personnes, il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc j'ai fait partie du chemin, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Alors justement, je voudrais parler chemin. Vous êtes arrivé en 97. En 2005, on a eu une très grande loi, dont Christine a parlé tout à l'heure, qui fixait un certain nombre d'objectifs quinquennaux, ce qui est un petit clin d'œil à Staline. 2 plans quinquennaux après la grande loi du 11 février 2005. Quel chemin vous trouvez que la France a fait? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se regarder dans la glace en se disant que le plus dur est fait? Je pense que le législateur intervienne pour fixer des objectifs, staliniens ou Jean Monnet aussi, les objectifs quinquennaux, c'est une bonne chose. Ce qu'il me semble, c'est qu'on s'est beaucoup centré, du point de vue de la réglementation, sur l'accessibilité physique des locaux. On sait ce qu'étaient les lois qui l'ont décidé, les difficultés de mise en œuvre, les investissements très lourds qui en résultent, et au fond, on s'est assez peu préoccupé de l'accessibilité, non pas physique, mais de l'accessibilité en termes de compréhension de ce qui se passe dans une entreprise, dans un lieu, dans une collectivité. Alors, sur ce sujet, c'est un sujet qui est un sujet ancien. Je regardais, comme tout le monde, la manière dont aujourd'hui ce qui est dit est décodé et transmis de manière immédiate. Moi, lorsque ma fille, j'ai su qu'elle était sourde, c'était au milieu des années 70, tout ça n'existait pas du tout, du tout. Ou alors c'était absolument catastrophique. De lenteur, de confusion, d'erreur. Et donc, ce problème de l'accessibilité au sens, à la communication, était un problème réellement difficile à traiter parce que les techniques n'existaient pas. Aujourd'hui, elles existent. Elles existent dans tous les domaines. Il y a les interprètes de l'anglais signe, tout ce qu'on veut. Il y a ces systèmes, il y en a beaucoup d'autres. Il y a les SMS. Et donc, les entreprises, ou les collectivités, associations, État, fonction publique, n'ont plus aucune excuse à ne pas faire ce qui doit être fait pour que ceux à qui elles s'adressent, à l'extérieur d'elles-mêmes et à l'intérieur d'elles-mêmes, pour ceux qui en sont sains, souffrent d'un handicap sensoriel, ne comprennent pas la totalité de ce qui est dit, de ce qui est décidé, de ce qui est débattu. Et je pense que le moment est certainement venu pour toutes les entreprises en France de se mobiliser sur ce sujet. Les moyens existent, ils sont relativement peu coûteux et ils doivent maintenant correspondre à une exigence éthique de la part de toutes les entreprises, surtout les grandes entreprises. Monsieur de Vivaldi, M. Roussel, je crois, disait, Jérémy Borrois nous dit, vos assemblées générales, oui, les assemblées générales. Ce serait intéressant de regarder combien d'assemblées générales des entreprises du CAC 40, commençons par là, celles dont les moyens sont les plus importants, font en sorte que leurs assemblées générales, destinées à leurs actionnaires et aussi à leur personnel, soient totalement communicables à tous ceux qui souffrent de handicap sensoriel. Je crois qu'on serait surpris de la réponse, à mon avis, elles sont encore minoritaires. Et donc, il n'y a plus d'excuses à ne pas le faire, et donc il faut le faire, et je pense que la création de la liste des 20 intervient après Mémé. Alors, effectivement, je pense qu'on serait surpris. En même temps, les choses changent. Le MEDEF, cet été, a rendu son université d'été accessible. Il y a un certain nombre d'entreprises qui s'y mettent. C'est un très beau slogan. J'espère que vous l'offrirez à Addict Event. Aujourd'hui, grande entreprise, vous n'avez plus d'excuses. Vous avez beaucoup fréquenté, et vous fréquentez aujourd'hui encore énormément de grands dirigeants. Est-ce que vous essayez justement de faire du prosélytisme pour leur dire qu'effectivement, ils n'ont pas d'excuses et pour leur faire comprendre? Parce que vous parlez de quelque part, ils n'ont peut-être pas tous été touchés personnellement. Oui, alors, je pense que souvent les gens n'y pensent pas. C'est pas de mauvaise volonté, c'est pas un refus de faire. C'est qu'au fond, lorsqu'on ne souffre pas d'un problème à la communication, on a du mal à se mettre à la place de ceux qui souffrent d'un déficit dans ce domaine. Et donc, ce n'est pas un manque de générosité, c'est un manque de réflexion, c'est un manque de compréhension de la réalité des choses. Donc, les chefs d'entreprise français sont de plus en plus sensibles à ces sujets, et c'est une bonne chose. Bon, je participe à une association qui s'appelle Entreprise et Handicap, qui a été créée par Marianne Monchamp, dans laquelle beaucoup de chefs d'entreprise se réunissent sur ces sujets de communication, ces sujets d'activité, sur ces sujets d'emploi. Et donc je pense qu'il y a maintenant un véritable courant qui est en train de se développer pour que les entreprises soient aussi accueillantes que possible aux personnes handicapées qu'elles accueillent ou qui sont dans leur sein, ou des gens qui sont entrés sans handicap et qui acquièrent un handicap pour des raisons diverses au cours de leur carrière. Donc je pense que les choses sont tout à fait mûres. Je me demandais même, mais peut-être faut-il laisser la société civile débattre de ces sujets, s'en emparer et les traiter, si le moment n'était pas venu d'en faire une forme d'obligation.
pas par souci d'ajouter à la réglementation, elle est déjà suffisamment complexe, mais pour bien marquer que maintenant, il n'y a plus d'excuses à ne pas le faire et qu'il est très normal que toutes les entreprises le fassent. Alors, on parlait des assemblées générales. Les assemblées générales, oui, mais alors moi, j'ai été président d'Air France pendant assez longtemps, pendant 16 ans. Tout ce qui se passe en interne, les conventions d'entreprise, les réunions où on a des... ça doit être moi, ça. Où on a des collaborateurs qui débattent de sujets, qui fixent la stratégie de l'entreprise. Ça, en général, c'est très, très, très peu fait. Et donc, il y a un champ immense d'amélioration, à la fois pour tout ce qui est tourné vers l'extérieur de l'entreprise, mais aussi sur la vie interne de l'entreprise, pour que les gens qui en sont sein souffrent de défis quelconques puissent profiter de l'ensemble des débats qui structurent la vie de l'entreprise. Un dernier mot, je m'excuse de nous renvoyer à nouveau à Christian Gravel qui n'est pas là, mais il était censé incarner à lui seul toute l'autorité thaumaturgique de la puissance publique qui donne effectivement beaucoup de normes, de décrets, de lois, d'obligations, mais les faits sont têtus et souvent l'État n'est pas le meilleur employeur, l'État n'est pas celui qui s'applique le mieux ce qu'il prêche pour les autres. Vous qui, chez Air France, avez effectivement beaucoup côtoyé l'appareil d'État, d'après vous, où est-ce qu'en est la puissance publique aujourd'hui sur ces questions? Oh, écoutez, ça fait longtemps que j'ai quitté la sphère publique, donc l'État est en général assez bon dans son rôle de prescripteur, il est moins bon dans son rôle de mise en œuvre des prescriptions qu'il édicte. Bon, c'est connu dans tous les domaines, pour diverses raisons. Donc, l'État qui fixe les règles, souvent, se les applique peu, mal ou avec retard. Je ne sais pas si ça a changé, j'espère que ça a changé. On a eu des exemples qui montraient que ça avait changé au moins dans certains univers. Je ne suis pas certain que ça ait changé partout. Et donc, je pense qu'il faut que l'État, lorsqu'il dit il édicte une règle, premier réflexe, comment je me l'applique à moi-même et comment je montre l'exemple aux autres. Juste un point que je n'ai pas souligné sur ce qui doit être fait dans les entreprises, j'y reviens brièvement. Il y a maintenant, et c'est une bonne chose, un jugement des entreprises qui n'est plus seulement sur sa performance financière des entreprises, mais sur son comportement éthique. Il y a même des indices divers et variés qui essayent d'évaluer le comportement éthique des entreprises que les anglo-saxons appellent la CSR, la Corporate Social Responsibility. Il me semble que ce problème de la communication vis-à-vis de toute personne souffrant d'un handicap devrait être un des éléments clés du jugement éthique qu'on porte sur une entreprise. Et je pense que dans ce domaine, il y a certainement un rôle pour Adit Event à jouer pour en convaincre ceux qui jugent les entreprises sur leur politique de Corporate Social Responsibility. On va essayer de pousser cet indicateur en plus. Merci beaucoup, Jean-Cyril Spinetta. Je vais vous laisser à nouveau passer le relais au 5e coureur de la matinée, ce qui est plus qu'en athlée. Donc là, il faut que je fasse très attention à ce qu'on dit avec Arnaud Colleux, parce que vous êtes mon patron. Plus exactement, mon patron à l'European Communication School. Et il y a 4 ans, je suis venu vous voir en vous disant j'ai une super idée, j'ai un copain qui est sourd et qui voudrait faire des cours sur la communication et l'accessibilité au handicap, ce qu'a priori, aucun patron d'école de com censé n'aurait pris. D'ailleurs, à l'époque, personne ne le faisait. Pourquoi est-ce que vous avez dit oui? Je ne sais pas. Je ne sais pas, non, mais il me semblait intéressant de faire intervenir Jérémy. Au départ, c'était plutôt sur des problématiques de lobbying. Donc, comment il menait son combat auprès des pouvoirs publics pour rendre les événements accessibles. Donc, on est rentré par cette lorgnette, en fait. Et premier retour des étudiants était plutôt positif? Alors, premier retour très positif. Donc, en fait, c'est pas moi qu'il fallait convaincre, c'était plutôt les étudiants. Cours très intéressant. Donc, on a poursuivi un petit peu sur cette lancée. Et puis après, on a décidé de s'appliquer à nous-mêmes, effectivement, le discours sur la possibilité de rendre les événements accessibles. Donc on a ouvert à d'autres promotions les cours, et puis on a poussé au bout de la logique, en fait. Alors justement, on va pas faire la promotion de l'ECS, les gens iront sur le site ecs-paris.com, je plaisante. Vous avez un certain nombre de masters, et effectivement, celui vers lequel semblait le plus légitimement ce cours se destiner, c'est le cours de communication politique et publique, au fond très centré sur des obligations. Vous avez aussi de la stratégie, de l'événementiel et du digital, et vous avez voulu mettre l'accessibilité partout, alors que ça ne s'imposait pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix? Encore une fois, c'était pour pousser la logique. Une fois qu'on a compris le combat de Jérémy pour rendre les événements accessibles et d'expliquer comment justement on essaye de mettre en place tout ça, on s'est dit on va se l'appliquer à nous-mêmes. Et se l'appliquer à nous-mêmes, c'était donner des cours aux étudiants qui plus tard seront
chefs de projet événementiel, de leur apprendre comment on crée un événement accessible à tous. Alors vous avez une pédagogie qui fonctionne par ce qu'on appelle étude de cas, c'est-à-dire qu'un client fictif vient et donne une problématique de communication. Un client réel arrive sur un budget fictif et dit aux étudiants de plancher pendant quelques semaines. C'est déjà très difficile et vous avez décidé de rajouter cette brique accessibilité, à savoir qu'on ne va pas faire de marque, de pub, mais une grande marque de cosmétiques, par exemple, arrive et dit « je veux faire mon assemblée générale annuelle ». Et donc, ils ont 6 semaines pour imaginer la meilleure convention générale, mais en plus, il faut qu'elle soit accessible. Comment est-ce que les étudiants ont accueilli cette difficulté supplémentaire ? Pas très bien au début parce que difficulté supplémentaire. Après, ils se rendent bien compte aussi que c'est une compétence supplémentaire qu'ils peuvent acquérir par rapport à cet exercice-là. Ce qui fait que plus tard, quand ils seront en agence ou chez l'annonceur, ils sauront faire. Donc, si on leur demande, ils savent faire. Et si on ne leur demande pas, ils peuvent être aussi force de proposition. De là, l'intérêt. Vous avez donc accueilli les cours de Jérémy il y a 4 ans. Ils existent évidemment toujours au programme cette année. Vous défrichiez. Et dans un monde qui est censé, la communication, être de défraîcheur, toujours en pointe de l'innovation, on se serait attendu effectivement à ce que ça fasse tache d'huile et que l'ensemble des écoles de communication s'emparent de ce cursus. Aujourd'hui, elles y vont de façon très prudente. Comment est-ce que vous expliquez leur scepticisme ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça peut être perçu comme les entreprises, comme une contrainte supplémentaire. Après, il suffit de retourner le problème et de se dire que c'est une force supplémentaire, une compétence supplémentaire que peuvent acquérir les étudiants pour se rendre compte que, en fait, c'est un cours, donc c'est pas quelque chose qui est insurmontable pour une école, même si au départ. Après, il y a aussi une explication à donner aux étudiants. Il faut bien leur expliquer le pourquoi et du comment, et justement pour pas que ce soit pris comme une contrainte pour eux, et encore une fois pour une compétence complémentaire. Alors après, les autres écoles, elles font ce qu'elles veulent. Hein. Si moi je suis très cynique, je suis très content d'être le seul à le faire parce que mes étudiants, du coup, ont cette compétence-là, je vais dire, seule par rapport aux autres écoles. Après, c'est pas le but, donc je serais ravi que les autres écoles s'y mettent aussi. Effectivement, moi j'ai déjà eu un certain nombre d'anciens étudiants qui me disaient que lorsque leur agence avait cette problématique, personne n'avait les bons réflexes dans l'entreprise et en une douzaine d'heures, eux, ils avaient acquis les réflexes nécessaires et donc c'était plutôt bon pour leur promotion. Un dernier mot, un peu à l'instar des grands dirigeants d'entreprise, vous fréquentez beaucoup de patrons d'agences parce qu'ils viennent faire des masterclass à l'école, parce que vous venez leur présenter la pédagogie et puis vous êtes chaque année jury des grands prix stratégie. Le monde de la communication n'est pas encore vraiment un parangon de vertu en matière d'accessibilité. Est-ce que vous vous engagez à faire ce plaidoyer pour l'accessibilité et pour Edit Event tout au long de l'année ? Je ne suis pas sûr que ma voix porte autant que les personnes qu'on a entendues ce soir. Maintenant, ce qui marche très bien, c'est comme vous l'avez dit, les études de cas, où on est face à des annonceurs, face à des agences, et les étudiants, en montrant, en proposant des recommandations et en intégrant justement tout ce qui est facteur d'accessibilité, ça surprend en général, parce qu'on n'a pas mis au courant avant les annonceurs. Donc ils sont toujours un petit peu surpris de savoir mais pourquoi vous avez rajouté cette pièce au dossier. Mais finalement, c'est plutôt bien pris, c'est plutôt pris, j'allais dire oui, en termes c'est leur ouvrir les yeux en fait. C'est des choses, comme ça a été dit, c'est pas que les gens ne veulent pas le faire, c'est qu'ils n'y pensent pas. Et donc ça va être plutôt ça, notre message ou notre moyen d'évangéliser, c'est d'inscrire à chaque fois ce chapitre à chaque recommandation. Merci beaucoup Arnaud et on espère effectivement que vous aiderez les agences à adopter ce réflexe accessibilité. Je vais vous libérer et je voudrais que les fondateurs nous rejoignent à nouveau, l'un puis l'autre eu égard à la taille du praticable. Cher Axel, peut-être un petit commentaire à chaud sur tout ce qui a été dit. Est-ce que ça vous fait chaud au cœur ? Est-ce que vous voyez que la société française, les médias, les consommateurs, les capitaines d'industrie, les écoles, tout le monde est embarqué dans le même bateau que vous ? Ça vous met plutôt en confiance ? Alors en tout cas, ça montre que le sujet commence à émerger chez tous les acteurs et qu'on est là au bon moment, j'espère, pour accompagner toutes ces personnes, qu'elles soient dans les activités publiques comme privées. Et c'est bien l'objectif d'Edit Event, d'y contribuer. Alors justement, on a attaqué de plein pied cette matinée, mais donc on est là pour parler de communication accessible, que vous poussez avec Edit Event. Au fond, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre initiative, à quelles prérogatives ça répond et avec quels outils ? Alors, pour continuer sur le constat qui a été fait ce matin, on sait qu'il y a 12 millions de personnes en France
qui se déclarent en situation de handicap. Parmi elles, il y a 9 millions qui ont besoin d'une compensation technique ou humaine quotidiennement. Ce sont des personnes qui votent, ce sont des personnes qui ont un pouvoir d'achat, qui consomment des produits, des services, qui recherchent des activités culturelles, qui s'informent. Mais il y a très peu de messages, d'espaces, ainsi que d'événements qui leur soient vraiment accessibles. Et cela malgré la loi de 2005, qui pourtant avait tracé une voie. On voit qu'il y a encore des millions de nos concitoyens qui sont à l'écart de la vie citoyenne et de l'économie. Et les obstacles auxquels ils ont à faire face sont aussi divers que leur handicap. Il peut être moteur, on y pense souvent, mais aussi auditif, visuel, mental, psychique, intellectuel. Quelques chiffres, parce que souvent, je crois en effet qu'il n'y a pas de... c'est plus lié à l'ignorance qu'à un désintérêt de la part des acteurs. On parle souvent donc des 300 000 personnes en chaise roulante, 850 000 personnes à mobilité réduite. Il y a aussi 210 000 malvoyants profonds, 1,7 million de personnes avec handicap visuel. On a 500 000 sourds et 5 millions de personnes avec handicap auditif. Il faut aussi penser aux 800 000 personnes qui ont un handicap intellectuel et à plus de 300 000 personnes qui ont eu un handicap psychique déclaré. La loi est pourtant claire sur le sujet. Elle dit que l'accessibilité doit concerner tous les handicaps. Et les ordonnances qui ont été passées en 2014 ont réaffirmé à la fois l'importance de tous les handicaps dans les notions d'accessibilité et aussi le fait que chaque établissement, qu'il soit permanent ou temporaire, doit se rendre accessible en mettant l'accent sur le fait que c'est la qualité d'usage qui prime et que la qualité d'usage pour les personnes handicapées et les personnes dites valides doit être la même. Donc ça a été un geste fort. Il est maintenant de notre responsabilité à tous de le mettre en pratique. Mais au-delà des problématiques morales, des problématiques légales, pour nous, il nous semble primordial, afin que les personnes handicapées soient pleinement citoyennes et en même temps des consommateurs respectés, de convaincre justement les acteurs économiques de l'intérêt économique de cette accessibilité et d'une accessibilité qui soit efficace et responsable. Alors on peut peut-être faire un focus sur un de ces outils pour effectivement aider les personnes en situation de handicap à avoir accès à tout et tout comprendre. C'est un outil que vous développez qui s'appelle le français pour tous. Oui. Alors moi, historiquement, j'avais compris que c'était un peu de la poésie où on faisait rimer 2 mots masculins ensemble ou 2 mots féminins ensemble pour leur permettre de s'unir. Mais c'est pas ça. Non, alors le français pour tous, c'est justement un des nouveaux services qu'Adit Event propose. Donc Adit Event, c'est l'offre que développent les ateliers de l'accessibilité, la société que nous avons créée avec Jérémy, pour répondre à cette accessibilité événementielle. Donc essayer de proposer des services d'excellence pour rendre un événement 100% accessible. Proposer à nos clients ou à des agences qui travaillent pour des clients des solutions à la fois techniques et humaines qui leur permettent à la fois d'augmenter et d'accroître leur auditoire et en même temps de participer à l'amélioration de leur image de marque. Et pour ça, on a des prestataires d'excellence, je crois. On a aussi un pôle d'expertise en LSF propre, un pool de rédacteurs en français pour tous et en FALC, et naturellement la structure Aditcom dont on parlera. Donc le FALC, ça fait partie de ces nouveaux services qui permettent une accessibilité croissante pour les personnes, notamment avec handicap intellectuel ou plus généralement des personnes vieillissantes ou allophones. C'est une technique de reformulation qui permet, et de rédaction qui permet un meilleur confort de lecture pour toutes les personnes qui ont des difficultés avec la langue française, soit dans la compréhension, soit dans la lecture. Si vous voulez bien, je vous propose un petit exercice de mise en situation pratique. Je vais vous lire un texte en français pour quelques-uns, et puis vous allez me faire la réponse en français pour tous. Je ne l'ai pas appris par cœur, je l'ai eu ce matin, donc je le lis doucement pour que mes camarades de la Vélotipie et du Cygne soient à l'aise. Donc, les enjeux de la COP21, l'enjeu est de taille. Il s'agit d'aboutir pour la première fois à un accord universel et contraignant permettant de lutter efficacement contre les dérèglements climatiques et d'impulser et d'accélérer la transition vers des sociétés et des économies résilientes et sobres en carbone. Oui, c'est pas simple. Alors, Vincent, je peux prendre... Bien sûr. Merci. Économie du partage. C'est très bien. Donc, en français pour tous, ça donnerait
quel est l'objectif de la COP 21 ? Ce rendez-vous est très important. Il doit permettre la signature d'un accord international. Cet accord sera exceptionnel car pour la première fois, les pays auront des obligations à respecter pour lutter contre le réchauffement de la planète. Ils vont devoir changer leurs habitudes pour produire moins de carbone, gaz polluant responsable de la montée des températures. C'est un peu plus clair ? C'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup, Axel. Je vous propose, à moins que vous ayez un dernier mot, d'appeler votre associé. Non, le dernier mot, c'est qu'on a proposé ça aux candidats au régional. Je suis sûr que sur un discours politique, c'est extrêmement long. Pour éviter les discours simplistes. Et donc, last but not least. Bonjour Jérémy. Bonjour Vincent. Alors, première même question que Axel, parce qu'on arrive à la fin de cette manifestation. Un petit sentiment sur tout ce que vous avez entendu de la part des capitaines d'industrie, des médias, des écoles et des consommateurs. Est-ce que vous êtes plus confiant une heure après le début qu'avant ? Bien plus confiant. J'ai quand même le sentiment que les acteurs s'approprient le sujet, finissent par prendre conscience de l'intérêt qu'ils ont eux-mêmes à s'intéresser au sujet et à se rendre accessible à tous les publics. C'est une mutation qui est vraiment utile. C'est qu'on passe de la seule revendication des personnes concernées au partage de cet intérêt avec l'ensemble des acteurs de la société. Et qu'on n'ait plus besoin donc, d'avoir des manifestations de personnes dites handicapées. Peut-être, on n'en a pas encore parlé, mais une petite mise en abîme, un petit mot sur ce qui nous réunit ce matin. A priori, ce n'était pas le lieu le plus simple du monde. Ici, ce n'est pas un lieu qui est sorti de terre en 2015 avec toute l'accessibilité de partout. Et pourtant, j'ai l'impression que déjà sur Internet, l'accessibilité pour venir à l'événement était très bien faite. Et puis ici, effectivement, on voit que sans souci, on peut mettre en place une cabine de vélotypie, de la langue des signes. Au fond, ce n'est pas si compliqué d'avoir le réflexe accessibilité. Merci Vincent. Ce n'est absolument pas compliqué, c'était vraiment notre objectif ce matin, avec un endroit un peu improbable, de montrer que l'accessibilité, quand on veut, on peut la décliner partout, sur tous les types d'endroits, en prenant en compte toutes les formes de handicap. Vous le voyez sur l'écran, on a des interprètes en langue des signes, donc qui sont diplômés, expérimentés, pour retranscrire l'ensemble des échanges. On a le sous-titrage par vélotypie, qui est une technique performante qui permet une transcription simultanée de tous les échanges. Une boucle magnétique pour les personnes qui sont appareillées et qui peuvent recevoir le son directement dans leur prothèse. Ensuite, c'est l'aménagement de l'espace, c'est l'accessibilité de la communication qu'on a sur l'événement. On a aujourd'hui, par exemple, lancé le site du lancement d'AddictEvent pour avoir un exemple de site événementiel accessible, etc. Donc c'est vraiment l'ensemble des outils qui peuvent être mobilisés pour que l'événement soit accessible. Alors justement, un petit retour sur les outils. Axel a parlé du français pour tous, qui est une vraie avancée, qui permettra par exemple à Cyril Hanouna de comprendre ce qu'écrit Edgar Morin, donc ça c'est un vrai plus. Peut-être qu'il s'en servira du coup dans son émission. Et à part le français pour tous, quels outils vous développez chez AddictEvent ? AddictEvent intervient sur toute la chaîne de l'événement, depuis le choix du lieu jusqu'à l'accueil du public sur place, en passant par la communication qu'on fait pour l'événement, le site internet, l'inscription, etc. Donc, les configurations sont différentes à chaque fois, mais on prend en compte tous les maillons de la chaîne de l'événement pour apporter toutes les réponses. Donc, j'ai cité les vélotypistes pour le sous-titrage, la boucle magnétique pour l'équipement, les interprètes en langue de signes, les équipes chargées de l'accueil qui sont formées pour communiquer avec tous les types de publics, et c'est, on va en parler, les spécialistes de la communication accessible. Justement, est-ce que vous pouvez nous définir un peu quels sont les métiers qu'il faut développer demain, le type de compétences et à quel moment de l'événement est-ce qu'il faut les solliciter ? Alors, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui précisément qu'on lance Addictcom, dont Axel a parlé tout à l'heure, qui est notre agence de communication. Donc une agence de communication comme les autres, mais avec une particularité, c'est celle de livrer ses supports accessibilité compris. Donc l'agence qui va créer, produire des sites internet, des campagnes, des rapports d'activité, etc. Mais en intégrant dès le départ tous les modules d'accessibilité pour que les documents, les vidéos, les sites internet prennent en compte les particularités de handicap visuel, de handicap auditif, de handicap intellectuel, etc.
Donc AditCom, ça commence aujourd'hui, c'est un peu la petite sœur d'AditEvent, avec une première arrivée, donc un premier recrutement qui a lieu la semaine prochaine, la directrice artistique, Jessica, qui est diplômée des Arts Déco de Paris, et qui va donc constituer autour d'elle une équipe de spécialistes. Avec une volonté pour nous de faire de cette agence un tremplin pour des personnes jeunes, moins jeunes, qui ont un handicap et qui s'intéressent au métier de la communication et qui voudraient donc profiter d'une expérience pour ensuite se projeter dans un environnement professionnel plus classique. Une première embauche, donc c'est bien, on transmettra à Myriam El Khomri, parce qu'on a eu des chiffres du chômage hier, c'est pas terrible, donc ça va booster. N'importe quelle agence de communication, même la plus vertueuse et la plus humaniste, a besoin de clients, et donc il y a toujours un onglet sur les sites vos références. Qu'est-ce qu'on peut connaître de ce que vous faites déjà? Est-ce que vous avez des réalisations déjà effectuées ou à venir? On a déjà quelques réalisations au compteur, en particulier dans le cadre de campagnes électorales, puisque le dispositif qu'on propose s'adapte parfaitement au meeting pour les élections, quels que soient les candidats et les campagnes. Mais aujourd'hui, on travaille sur un nouveau chantier qui vient de nous être confirmé. L'agence Hopcoach a retenu AditEvent pour assurer l'accessibilité de Solutions COP21, donc l'événement qu'il organise au Grand Palais du 4 au 10 décembre prochain. Donc nous allons assurer à leur côté l'accessibilité de l'événement, à savoir le live qui aura lieu tous les jours pendant une semaine, avec des interprètes, des vélotypistes et la boucle magnétique. On travaille avec eux sur l'accessibilité de leur site internet, de leur signalétique, de l'accueil du public sur place, bref, vraiment toute notre palette de prestations. Bravo pour effectivement ce gain de projet. Peut-être un dernier mot, on va conclure et permettre aux invités d'échanger plus longuement, parce qu'effectivement il faut adopter ce réflexe accessibilité. Jean-Cyril Spinetta a dit très justement, il y a 20 ans, moi je prêchais par bonne intention, mais petit à petit ça a gagné, et aujourd'hui, tous les dirigeants d'entreprise et acteurs publics n'ont plus d'excuses pour ne pas aller vers l'accessibilité. Est-ce que vous allez en faire votre devise, votre slogan? C'est déjà notre raison d'être, donc on pourra le dire encore plus clairement. Donc merci M. Spinetta de nous aider pour notre communication. Donc je profite d'avoir le micro pour inviter le public à profiter du showroom. Donc on peut monter à l'étage, visiter un peu la signalétique. On aura à l'extérieur une expérience de guidage pour personnes aveugles ou malvoyantes, donc qui peut être testée par tous les publics. Donc c'est un procédé innovant, donc on propose pour nos événements. Vous avez le site internet accessible qui est en consultation à l'étage, et vous n'allez pas repartir les mains vides, puisque chaque participant va recevoir le maître de l'accessibilité. Donc c'est un maître qu'on peut laisser au fond de sa poche avec toutes les mesures qu'il faut connaître pour l'accessibilité d'un établissement qui reçoit des publics. Donc vous allez voir les mesures des marches, de la largeur des portes, etc. C'est très pratique. Voilà, c'est pour ça. Merci beaucoup Jérémy, merci à tous d'être venus, et donc place aux démonstrations.